Bonjour à tous et à toutes, donc je m'appelle Marion Schaeffer et aujourd'hui je vais vous parler des graphes de connaissances et des grands modèles de langage et comment on peut les combiner pour tirer le meilleur de ces deux mondes. Alors je travaille pour une entreprise qui s'appelle Wikit, donc c'est une entreprise qui vend des agents conversationnels pour du support aux employés, aux usagers et aux usagères. Donc il y aura un peu un fil rouge d'application d'agents conversationnels dans ma présentation. Et je suis en thèse, donc là je suis même en dernière année de thèse j'espère, à l'INSA Rouen Normandie, donc je travaille avec le laboratoire qui s'appelle le LITIS. Et du coup la présentation est directement un extrait très condensé de mes travaux. Alors ce que je vous propose de faire, enfin ce que je vous impose du coup un petit peu, c'est déjà une petite présentation des graphes de connaissances qui sont peut-être déjà un petit peu moins maîtrisés que les grands modèles de langage qui vont suivre juste après. On va voir un petit peu ce qui existe dans la littérature comme combinaison entre eux. Et je vais développer le cas d'usage très répandu, voire trop à la mode de la génération augmentée de récupération et comment on l'a fait, donc non plus sur des documents, mais sur des graphes de connaissances. Alors, les graphes de connaissances, il existe plein de définitions. Tout le monde les arrange un peu à sa sauce. Donc moi, j'ai choisi de vous présenter la définition qui est donnée dans le bouquin Knowledge Graph, qui est écrit par une vingtaine de chercheurs un peu partout dans le monde, et qui est une excellente référence bibliographique si vous commencez dans le domaine ou si vous avancez dans le domaine. Enfin, il y a vraiment énormément de choses dessus, je vous le conseille. Donc, dans ce bouquin, on définit un knowledge graph comme un graphe de connaissances, comme un graphe de données qui doit accumuler et rendre compte de la connaissance sur le monde réel. Donc, on a des nœuds qui représentent des entités d'intérêt et on a des arcs qui relient ces entités entre elles. Ce graphe de données, il doit être conforme ou rendre compte d'un schéma de données, donc dans un data model, un modèle de données, qui lui peut être donc un graphe orienté ou un graphe de propriété. Dans le bouquin, la connaissance, c'est quelque chose qui est connu, tout simplement. On ne se foule pas trop sur la définition. Et cette connaissance, elle peut être accumulée depuis des ressources extérieures ou créée par le graphe lui-même. Alors, dans cette définition, il y a déjà vraiment beaucoup de choses. Donc déjà, il y a la forme. Quand on parle de graphe, tout de suite, cette notion de nœud et d'arc, elle est assez intuitive. Ça date un peu de l'école, donc on la conserve ici. Il y a la notion maintenant d'entité, donc c'est vraiment, on va au-delà du mot ou de la signification, on passe plutôt sur quelque chose de conceptuel, qui a un intérêt global, et on va avoir des relations, des liens entre ces entités-là. Et il y a deux notions qui s'opposent un petit peu, mais qui sont très complémentaires, on va le voir juste après. Donc c'est la notion de graphe de données et de schéma du graphe. Alors j'espère que vous aimez tous les pizzas, donc je vais développer mon petit exemple sur les pizzas. Alors le schéma du graphe, c'est je veux représenter une pizza, donc j'ai mon concept pizza, et puis je vais dire qu'une pizza, elle a une base, donc c'est un concept, et elle a aussi des ingrédients, c'est un autre concept. Et du coup, je vais créer des relations qui vont lier ces concepts entre eux. Donc je vais dire que une pizza, elle peut avoir pour base une base, et elle peut avoir pour ingrédient un ingrédient. Donc un graphe de connaissances, si on n'a plus la perception visuelle, en fait, on utilise des triplets. On utilise toujours trois entités. On dit que c'est source, prédicat, objet. Donc source, ça va être ma pizza. Prédicat, c'est la relation. Et l'objet, ça va être la base. Ça fonctionne toujours par 3. Donc ça, c'est mon schéma. Maintenant, quand je vais à la pizzeria, j'en choisis une en particulier de pizza. Donc là, ça va être ma pizza margarita. Du coup, ma pizza margarita, elle a pour base des tomates. Et elle a pour ingrédients de la mozzarella et du basilic. Il y en a peut-être d'autres, je m'excuse s'il y a des puristes. On va faire simple. Là, en fait, mon graphe, je le définis avec ces deux choses superposées. Donc, j'ai pas trop de talent de graphisme, donc on fait une image mentale. En fait, le graphe de connaissances, c'est le schéma plus les données. Et les données peuvent vivre par elles-mêmes, c'est un graphe de données. Le schéma peut vivre par lui-même, c'est un schéma ou une ontologie. Un graphe de connaissances, nous, on va considérer que c'est les deux informations réunies. Donc là, on se dit, c'est cool, hein, on peut présenter les pizzas comme ça. Il y a quand même un intérêt à utiliser les graphes de connaissances, c'est qu'on peut complexifier notre schéma. Donc là, je le complexifie, mais simplement. Je dis que les pizzas, elles peuvent avoir des catégories,
et que les ingrédients peuvent avoir des types. Donc si je reviens à mon exemple de pizza margarita, la pizza margarita, elle va faire partie de la catégorie pizza végétarienne. Et mes ingrédients, donc la mozzarella, elle va être de type fromage et le basilic de type plante aromatique. Donc là, dans mon schéma du graphe, je peux ajouter des règles, par exemple pour dire que une pizza végétarienne ne peut pas avoir d'ingrédients de type viande. Ce qui va m'amener à pouvoir raisonner sur mon graphe de données en par exemple disant que si je ne sais pas, si je n'ai pas moi mis l'information que la pizza était végétarienne, je n'ai pas d'ingrédients de type viande, donc je déduis que ma pizza est de type végétarienne. Autre exemple, j'ai bien dit que ma pizza margarita était une pizza végétarienne, et maintenant j'essaye de mettre comme ingrédient du bacon. Ah bah là, le modèle va me dire, le graphe va me dire qu'il y a une erreur, on parle d'inconsistance, parce qu'une pizza végétarienne ne peut pas avoir des ingrédients de type viande. Donc je peux faire du raisonnement et des inférences qui vont me permettre de déduire des informations qui ne sont pas données explicitement dans le graphe. Alors des fois on a l'impression que les graphes on n'en côtoie pas sauf si on ne travaille pas avec. En fait on en côtoie tout le temps. On distingue les graphes ouverts des graphes fermés ou des graphes d'entreprise. Alors les graphes ouverts généralement on peut les consulter, on peut les consommer et on peut souvent les modifier. Ils sont sur des périmètres très très larges. On va parler de culture générale, enfin, c'est vraiment des connaissances très très diverses. Là où les graphes d'entreprise, on peut souvent les consulter, on peut rarement les consommer, on peut jamais les modifier. Et là, on va être sur des périmètres plus restreints, à l'exception du graphe de Google, mais pour le reste des exemples que j'ai donnés, c'est vraiment des périmètres plus restreints. Donc là, si on fait un petit exemple, je vais mettre sur mon navigateur. Et c'est chiant, je vois pas le plus, pardon. Hop. Je reprends le même exemple, je cherche Tour Eiffel. Et en fait, là, ce qu'on voit dans la recherche, ici, là, c'est le résultat de l'entrée Tour Eiffel dans le graphe de Google. Donc, ce que vous voyez, c'est les propriétés et leurs valeurs. Donc, Google utilise son graphe pour améliorer la recherche et pour vous proposer un nombre d'informations supplémentaires dès la première lecture quand vous faites vos recherches. Si on va un petit peu plus loin, donc j'ouvre la page Wikipédia de la Tour Eiffel. Là, en fait, on a le même type d'informations sur le côté. Et ici, c'est pas le graphe de Google, c'est Wikidata. Wikidata, faut s'imaginer, c'est comme Wikipédia, mais en version structurée. Donc, on peut tous collaborer et on a des informations à peu près sur beaucoup de choses. Je vais pas dire tout, mais sur beaucoup de choses. Donc là, c'est la fiche, par exemple, descriptive de la Tour Eiffel dans Wikidata. Vous pouvez voir qu'il y a un identifiant qui identifie l'objet dans la base pour éviter qu'on dépende d'une chaîne de caractères, d'une langue ou de choses comme ça. Et après, vous avez des propriétés et des informations. Vous pouvez être lié à d'autres objets dans Wikidata. Et vous pouvez, vous, aller modifier ces informations. Donc, c'est très cool, c'est communautaire, il y a plein de choses. Le côté un peu négatif, c'est que du coup, il peut y avoir des bêtises. On peut, comme Wikipédia, c'est le même fonctionnement. Ok, parfait. Ok. Donc, j'espère que je vous ai déjà convaincu que les graphes de connaissances, c'était super. Et si c'est le cas, comment faire le sien sur ses propres données? Alors, historiquement, les graphes de connaissances, ça se construit manuellement. Alors, en tout cas, les chercheurs ont commencé à le faire manuellement. Pour la partie plutôt schéma du graphe, il y a des gens dont c'est le métier d'abstraire la connaissance sur un domaine, sur une représentation. Donc, ces gens-là, c'est souvent des linguistes ou des ontologistes. Ils ont une maîtrise, alors, de la langue, évidemment, de ce qu'ils veulent représenter et surtout d'un savoir commun qu'on doit tous avoir sur un domaine. Ensuite, quand on veut spécialiser plus particulièrement son graphe de connaissances sur un domaine, on s'adresse à des experts du domaine qui, eux, peuvent collaborer avec des linguistes et des ontologistes pour avoir une représentation plus adaptée. Et enfin, il y a le cas de Wikidata. On peut tous collaborer sur des graphes de connaissances pour ajouter des informations, pour compléter, etc., pour corriger même. Là, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, peut-être une vingtaine d'années, la mode, c'est construire les graphes de connaissances automatiquement et notamment à partir de ressources textuelles. Donc le but, c'est d'utiliser des gros corpus. Ça peut être des PDF, des sites web,
des Notion, des SharePoint, enfin, on peut imaginer plein de choses. Et à partir de l'ensemble de ces ressources textuelles, on va chercher à structurer l'information et à la représenter sous forme de graphe. Donc les techniques qui sont appliquées, mais enfin ça en est très peu par rapport à la liste, mais là il y a de la reconnaissance d'entités nommées, de la liaison d'entités, l'extraction de relations. Il y a tout un domaine de la littérature qui s'intéresse à ça, qui s'appelle l'ontologie learning. Et enfin, on peut partir de données qui sont déjà structurées. Donc on peut partir de données sous forme, je sais pas, je pense à des tableurs Excel, du Power BI, des bases de données SQL, du langage à balisage. On va peut-être essayer d'aller faire du mapping entre des champs, entre des tags, des choses comme ça. Ou alors, on va faire de l'alignement avec des ressources déjà structurées qui existent. Donc ça, c'est une pratique du domaine qui est vraiment recommandée, comme globalement quand on fait du machine learning. Le réflexe quand on a une nouvelle application, c'est pas de absolument développer son nouveau modèle, c'est d'aller voir s'il existe quelque chose qui répond à notre besoin ou qui s'en approche. Pour les graphes de connaissances, c'est exactement la même chose. Il y a déjà énormément de choses qui existent en open source. Donc, on essaye toujours de se rattacher à des graphes de connaissances de plus haut niveau pour pouvoir avoir un raisonnement qui va plus loin. C'est des pratiques faire aussi pour réutiliser, pour repartager à la communauté. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup fait. Je vous montre un peu concrètement à quoi ça peut ressembler. C'est l'exemple que je vais utiliser plus tard dans ma démonstration. Donc, je travaille sur un graphe qui s'appelle le Sustain Graph. Donc, c'est un graphe sur les objectifs du développement durable. Là, il est implémenté dans Neo4j. Donc, votre graphe, il vit pas sur le papier par un dessin. Il vit parce qu'on l'implémente comme n'importe quel algorithme ou n'importe quelle donnée. Donc, moi, c'est un petit extrait du Sustain Graph. Il est beaucoup plus grand dans la vraie vie. Et donc, on va chercher à décrire les objectifs du développement durable. Donc, les objectifs, les goals. Donc, ça, c'est défini par les Nations Unies, pardon. Donc, au total, je ne sais pas s'il l'a affiché, mais normalement, voilà, il y en a 17. Ils sont eux-mêmes liés donc à des objectifs. Il y a une différence entre goal et target en français, c'est un peu plus compliqué de la trouver, donc la traduction n'est pas terrible, mais du coup, c'est l'objectif global et un peu les objectifs intermédiaires qu'il faut atteindre. On est associé avec des objectifs plus court terme qu'on veut avoir. On a des ministères qui sont impliqués, qu'on peut trouver. Donc voilà, mon information, elle est organisée. Donc là, il y a une jolie vue un peu graphique. Donc on comprend le graphe de connaissances. En vrai, les données qu'on manipule, elles ressemblent plus souvent à ça, hein. Il y a la vision table où c'est des objets, j'ai des propriétés, j'ai du contenu et je lis mes objets entre eux. Donc voilà pour la partie graphe de connaissances. On n'aura pas besoin de beaucoup plus, mais si c'est pas clair, n'hésitez pas, on clarifie des choses. Je vais passer à la petite définition des grands modèles de langage, même si je pense que c'est un peu acquis pour tout le monde. Donc les grands modèles de langage, c'est des modèles de langage préentraînés, donc des modèles d'apprentissage profond qui sont basés sur l'architecture des transformers. Les transformers qui utilisent des mécanismes d'attention pour pointer des éléments, des références entre séquences. Donc, il y a un super meet-up de Imen la dernière fois. Donc, vous pouvez voir le replay si vous n'êtes pas à l'aise avec les transformers. Donc, la technique qui est utilisée pour entraîner ces modèles, c'est l'auto-apprentissage. L'auto-apprentissage, pour moi, c'est un peu la révolution du NLP plus que les modèles en soi. C'est faire de l'apprentissage supervisé sans annoter de données. Autant dire que c'est Noël. Donc, en fait, on va utiliser des tâches comme le Mask Language Modeling. Donc, vous prenez des corpus immenses, vous masquez à peu près 10% des mots de façon aléatoire, et le modèle, lui, il doit trouver les mots qui sont masqués. Donc, l'humain n'intervient pas, à part régler le nombre de mots, etc. C'est le modèle qui, lui, tout seul, gère son apprentissage. Et sur des tâches comme ça, en fait, le modèle, il acquiert des connaissances génériques sur le langage, aussi bien de la grammaire, de la syntaxe, de la conjugaison, du vocabulaire et de la sémantique. Donc, c'est hyper intéressant. Et les chercheurs se sont rendus compte que quand on préentraînait des modèles sur ces tâches-là, en fait, après, quand on les spécialise sur des tâches plus spécifiques, exemple bête de la classification de texte, on a des meilleurs résultats que quand on entraîne depuis zéro un modèle juste pour de la classification de texte. Donc ça a été super intéressant. Ça a permis de vraiment booster les performances en NLP.
Et il y a une corrélation positive qui a commencé à apparaître très fortement entre la taille des modèles qu'on préentraînait et les performances qu'on obtenait. Et c'est pour ça qu'on est arrivé au grand modèle de langage. Donc en fait, c'est juste une histoire d'échelle. Il n'y a pas un accord, une limite qui est fixée dans la communauté, c'est plus des valeurs à peu près. Mais on commence à parler de grands modèles de langage à partir du téra pour le volume des données d'entraînement ou à partir de l'ordre du milliard pour le nombre de paramètres. C'est des fourchettes entre ce que disent les papiers, les blogs. Si ça vous va pas, on peut changer, il n'y a aucun problème. Alors, les grands modèles de langage, ils sont quand même entraînés pour des tâches particulières. Donc, l'historique, c'est générer le ou les tokens suivant une séquence donnée. Donc ça, c'est les premiers GPT, c'est T5, c'est BERT, c'est Bloom. Ensuite, les modèles, on les a spécialisés pour qu'ils suivent des instructions. Donc, quand vous mettez une entrée, il vous prédit pas le token suivant, il vous prédit la séquence la plus adaptée par rapport aux instructions que vous avez données en entrée. Donc ça, c'est des modèles comme GPT 3.5 Instruct, Llama 2, Mixtral, Albert. Et il y a des modèles qui sont capables de suivre une conversation, donc qui ont un historique, etc. Donc Claude, ChatGPT, Gemini. J'ai maintenu la distinction, même si aujourd'hui elle s'efface. La plupart des modèles qu'on utilise, ils supportent le conversationnel nativement, mais c'est pas forcément la même tâche qui est utilisée pour les entraîner. Si on présente pas au modèle des exemples de conversation, il n'y a pas forcément de raison pour qu'il soit capable de les gérer. Donc c'est qu'on mixe en fait les données dans les ensembles d'entraînement des modèles. Alors je me suis pas risquée à les lister parce que trop peur d'en oublier. Donc j'ai pris un papier de la littérature qui lui-même ne doit pas être complet et surtout qui s'arrête à fin 2023. En fait, c'était juste pour avoir une vision. Si vous êtes loin, c'est encore mieux. Le but, c'est pas lire les noms. C'est juste se dire que les bleus, ils sont préentraînés. Les rouges, ils sont spécialisés. Orange. Ceux qui sont en haut sont open source et ceux qui sont en bas sont des modèles propriétaires. Donc, c'est pour dégager la tendance de se dire qu'en fait, il y a de plus en plus de modèles qui sont spécialisés et il y a de plus en plus, il y a quand même pas mal de modèles qui sont open source. En tout cas, la tendance va à la hausse, là où, à des moments, on s'est fait des petites frayeurs quand même sur le propriétaire. Alors, ça fait beaucoup de modèles. Pour les gens qui travaillent tous les jours avec les LLM, c'est un peu compliqué de se dire, qui j'utilise. Il y en a qui en profitent. Quand il suffit de mettre la carte bleue et de faire des appels d'API ou d'ouvrir une fenêtre, c'est pratique. Mais c'est pas toujours nécessaire d'utiliser des aussi gros modèles et de payer. Donc, il y a quand même des initiatives qui existent pour trier. Enfin, pour trier, pour donner des critères de sélection plutôt, je dirais. Donc, je voulais mentionner le leaderboard d'OpenLLM de GingFace, où vous pouvez retrouver donc des infos mises à jour très très régulièrement avec beaucoup de modèles open source. Ils sont triés par taille, donc par type de licence, par nombre de paramètres. Et il y a aussi des résultats sur des datasets, donc sur des tâches données, qui sont principalement soit de la connaissance globale du modèle, soit des capacités de raisonnement sur des petits problèmes. Et du coup, dans le fil rouge de mon application pour les agents conversationnels, il y a un autre leaderboard, qui est très intéressant, qui est le Chatbot Arena. Donc là, l'idée, c'est qu'on a un peu gamifié la notation des LLM. Donc vous allez sur cette plateforme, vous posez votre question, et là, on vous présente deux réponses. Vous savez pas quel LLM a généré ces réponses-là, et vous votez. Donc soit vous dites que A est meilleur, soit vous dites que B est meilleur, soit vous dites que A et B sont toutes les deux super bien, soit vous dites que A et B sont trop nuls. Et en fait, après, on compile tous les votes et on peut se rendre compte de quel grand modèle de langage est le plus apprécié par la communauté. L'intérêt de Chatbot Arena, c'est qu'on n'évalue pas uniquement le fond, on peut aussi évaluer la forme. Alors, on ne sait pas ce qu'on évalue vu qu'on vote. Mais par exemple, un modèle qui va m'en faire des caisses, là où moi j'ai posé juste une petite question, moi, personnellement, je pénalise. Donc ça, je peux un peu en tenir compte. Je ne sais pas si la communauté fait pareil. Mais en tout cas, on peut imaginer que c'est possible. OpenLLM, c'est vraiment des tâches beaucoup plus spécifiques. Alors après cette longue introduction sur les graphes de connaissances et les LLM, on va commencer à les mettre face à face. Le point d'entrée vraiment qui saute aux yeux, c'est le graphe de connaissances qui a des connaissances explicites et le LLM qui a des connaissances implicites. Le LLM, ses connaissances, c'est ses poids. Ici, dans la salle, personne ne sait lire les poids des LLM.
On peut faire le pari, c'est sûr que personne ne sait faire ça. Donc, accéder à l'information, c'est compliqué. C'est un vrai sujet dans l'état de l'art de savoir qu'est-ce que c'est vraiment le modèle, comment je lui enlève de la connaissance. Enfin, c'est vraiment un champ de recherche complet qui est très intéressant, mais c'est difficile d'accès. Donc, le graphe, on se dit, bah super, c'est explicite, je peux l'utiliser. Il y a quand même quelques désavantages. Déjà, la requête, elle se fait pas du tout en langage naturel. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré mon interface avec Neo4j. On pourra la regarder tout à l'heure. Il faut maîtriser le langage de requête qui est supporté par l'outil dans lequel j'ai implémenté mon graphe. Ça vient pas comme ça. Et le résultat de ma requête, lui, ça va être un extrait de mon graphe. Donc, ça va être un nœud, ça va être une relation, ça va être peut-être un triplet, donc une liaison entre un nœud, une relation et un autre nœud, mais ça va pas être en aucun cas une phrase ou un extrait de texte. Là où, ben, évidemment, le LLM, je demande en langage naturel, j'ai ma réponse en langage naturel, assez intuitif, assez natif, facilement intégrable directement dans une solution. Les données structurées du graphe de connaissances, évidemment, nous permettent de faire du raisonnement logique, ce qui est un gros point fort pour les graphes de connaissances. Là où faire du raisonnement avec un LLM, c'est quand même assez touchy. Ça commence à être de plus en plus efficace parce qu'ils sont réentraînés sur ça. Il y a les chaînes de pensée qui fonctionnent assez bien dans les prompts, mais c'est quand même pas explicite. Et enfin, les hallucinations, hein, le LLM, ça c'est un problème pour tous les gens qui les utilisent. Donc, quand on travaille pour des agents conversationnels, les hallucinations, c'est le drame. Si le modèle dit quelque chose qui est faux en étant sûr de lui, ça va pas du tout, donc c'est un vrai problème. Et à côté de ça, quand on utilise un graphe de connaissances, le graphe de connaissances, il dépasse pas sa connaissance, quoi. Il est peu expressif, il s'arrête vraiment à ses nœuds, ses entités, ses relations. On va pas plus loin. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Il y a un excellent papier. De base, il était sur Archive et je suis pas fan des papiers qui sont pas reviewés, mais là maintenant, il est publié dans une conférence. Donc c'est un excellent papier que je vous conseille. Alors je vous présente qu'un extrait parce qu'il est encore plus grand, mais on va se concentrer là-dessus. Globalement, il y a deux tendances qui se dégagent. C'est soit j'améliore mes LLM avec des graphes de connaissances, soit j'améliore mes graphes de connaissances avec mon LLM. La notion, elle est un peu... voilà. Donc, quand j'utilise le LLM, ce qu'il propose, c'est soit d'améliorer le LLM avant, donc au moment de son entraînement, soit de l'améliorer pendant, donc au moment de l'inférence, soit l'améliorer après, donc une fois qu'il a généré sa réponse. Quand on veut l'améliorer avant, au moment de son entraînement, globalement, ça veut dire intégrer des données structurées dans son pré-entraînement. Ça peut prendre plein de formes différentes, mettre des triplets, changer l'objectif d'entraînement. Quand on veut le faire au moment de l'inférence, donc ça implique d'aller compléter le contexte d'un LLM quand on le requête, donc les instructions d'entrée, avec des données structurées. Quand on veut utiliser le graphe de connaissances après, ça veut dire qu'une fois que le LLM a généré sa réponse, on va aller la vérifier ou l'analyser avec un graphe de connaissances pour la lier à des entités connues pour vérifier finalement que les faits sont avérés. Dans l'autre sens, donc j'ai des graphes de connaissances et maintenant je vais un peu les pimper avec des LLM. Une première possibilité, c'est d'utiliser les LLM comme technique de vectorisation. Donc c'est l'embedding pour différentes tâches. Les graphes de connaissances, c'est déjà connu qu'on peut les utiliser avec des embeddings. Donc là, c'est juste avec d'autres embeddings. Il y a la tâche de construction et de complétion. Donc utiliser le LLM soit comme outil pour extraire des connaissances, par exemple depuis du texte, soit utiliser les connaissances du LLM pour enrichir ou pour créer un graphe. Donc là, on fait confiance au LLM, on sait qu'il a intégré de la connaissance, on lui demande de nous aider à compléter ou à créer notre graphe de connaissances. Ensuite, il y a tout le champ qui s'appelle plus la verbalisation des graphes de connaissances. Donc on l'a dit tout à l'heure, un graphe de connaissances, on l'exprime en fait en triplet ou sous forme visuelle. On a du mal avec ce passage au texte. Donc là, c'est utiliser les LLM pour faire cette transition de la forme de graphe à la forme textuelle. Et enfin, donc c'est tout le champ du question answering, donc du question-réponse, avec les graphes de connaissances. Là, c'est se dire qu'on va utiliser le LLM pour aider sur cette tâche. Donc soit pour extraire des entités et des relations,
et pour plus facilement arriver à un bon résultat, soit pour carrément raisonner sur la réponse, pour aller un petit peu plus loin dans ce qu'on fait. Donc moi, le cas d'usage que je vais vous présenter, c'est aider le LLM lors de l'inférence. Donc globalement, c'est faire de la RAG avec un graphe de connaissances. Et du coup, pour faire ça, on va s'aider un peu d'autres techniques pour pimper un petit peu notre approche. Donc on va regarder, enfin ça c'est plus des perspectives, je m'enflamme un petit peu, mais on va regarder comment utiliser le LLM pour embedder des parties du graphe ou le LLM pour extraire des entités et aider au raisonnement sur la réponse. Alors, petit rappel sur la... Est-ce qu'il y a besoin de faire un rappel sur la RAG? Oui? Oui, allez, on y va, soyons fous. Alors la RAG, du coup, le principe, c'est augmenter les capacités du LLM avec des informations supplémentaires lors de l'inférence. Donc l'idée, c'est qu'on a notre base documentaire. Je suis une entreprise, je suis un utilisateur, une utilisatrice, je ne sais pas, je suis n'importe qui. J'ai plein de documents. Donc je vais les indexer dans une base de données. L'indexation, c'est ranger ces documents suivant une technique choisie. Donc ça peut être de la vectorisation, l'utilisation de concepts, l'utilisation de moteurs de recherche quelconques. On s'en fiche. On a rangé nos documents d'une façon bien claire dans une base de données. Quand j'ai une requête utilisateur qui va arriver, je vais la transformer de la même façon que mes documents. Donc j'utilise exactement la même technique. Et du coup, j'ai une brique qui s'appelle le retriever qui va être chargée de regarder quel document ressemble le plus à ma requête utilisateur ou utilisatrice. En sortie de ça, du coup, j'ai une sélection de documents candidats, donc des documents intéressants. J'en choisis un certain nombre, ou je choisis ceux avec un certain score. C'est une règle qu'on fixe un petit peu. Et je les utilise avec la requête de l'utilisateur ou de l'utilisatrice pour nourrir un prompt et pour interroger mon grand modèle de langage. Globalement, ça ressemble à « tu es un assistant qui m'aide à répondre à papa. Voici une question, voici des éléments de contexte, réponds à la question en utilisant uniquement les informations du contexte. » Il n'obéit pas tout le temps, voilà, mais globalement, il produit une sortie. Il y a aussi « dis je sais pas quand tu sais pas », mais ça c'est vraiment pour la beauté parce que ça marche pas. Voilà. Donc ça c'est la RAG de base. Alors, il existe plein de méthodes particulières. Voilà, on peut faire du pré-processing ici, faire du post-processing ici. Il y a plein de choses à faire là-dessus, mais globalement, c'est le principe. Et donc, nous, on veut virer enlever toute cette partie pour mettre à la place des documents un graphe. Donc, j'ai mon petit graphe qui est juste ici. Lui, il est structuré. Je le touche pas. Il est très bien. Il n'y a pas d'indexation, etc. C'est le centre de mon système. Quand j'ai une requête utilisateur qui va arriver, le challenge, ça va être de transformer cette requête, cette question en langage naturel, en une question finalement dans un langage formel, dans le langage qui est supporté par mon graphe. Une fois que j'ai passé cette étape, j'interroge mon graphe et en fait, je vais utiliser le résultat de la requête sur mon graphe comme contexte dans mon grand modèle de langage. Après là, ça change pas, j'ai toujours mon prompt. Bonjour, t'es un assistant, tu m'aides, requête, contexte, utilise le contexte, réponds. Et ça marche très bien. Donc le challenge, c'est se dire que là, ici, comment je fais? Et là, quel modèle j'utilise? Bon, ça c'est un peu comme pour la règle normale. Ici, il y a deux techniques qui se dégagent dans la littérature. Soit on utilise un LLM, on se dit que c'est une tâche de traduction en fait. Je te donne ma requête en langage naturel, écris-la moi en Cypher. Cypher, c'est le langage de Neo4j, c'est un exemple. Écris-la moi en Sparkle, écris-la moi en SQL, en tout ce qu'on veut. Et sinon, il y a une technique un petit peu plus archaïque, c'est celle que je prends, donc je vais pas me tirer une balle dans le pied, mais un petit peu plus ancienne, on va dire, un petit peu plus rustique, qui utilise donc de l'extraction d'entités. On va chercher les entités du graphe qui sont présentes dans la question, et ensuite on va requêter le graphe sur ces éléments-là grâce à des patterns. Donc voilà, alors on a présenté ces travaux du coup en conférence, c'était à EGC en début d'année, donc j'ai pas refait mon schéma, donc voilà, c'est joliment dessiné on va dire. Donc c'est toujours mon graphe sur les objectifs du développement durable. Donc SDG c'est l'acronyme de Objectifs du développement durable en anglais, pour que ça fasse sens. Donc j'ai mon graphe au milieu, c'est ma pièce centrale, c'est ma pièce maîtresse.
Donc moi, je me demande quels sont les objectifs, qu'est-ce que c'est, Water, ouais, c'est plus qu'est-ce que c'est, que sont les objectifs du développement durable. Donc mon retriever, ma brique de recherche d'informations, elle est découpée en 2 étapes. La première, je vais chercher quelles sont les entités du graphe qui apparaissent dans ma question. Donc ici, l'entité qui apparaît, c'est goal. SDG, là, il me le tag, il le reconnaît, parce que mon graphe, il a plein d'informations sémantiques à l'intérieur, donc il sait très bien que SDG, c'est goal. Donc ça, c'est l'étape de liaison d'entités. Dans la littérature, ça s'appelle l'entity linking. C'est une tâche qui va de pair avec les graphes de connaissances. Avec les entités que j'ai trouvées, je vais remplir des patrons de requêtes que j'ai créés, qui dépendent non pas de mon application, mais qui dépendent vraiment du langage dans lequel je requête. Et du coup, ces patrons-là, on passe directement, donc là, je l'ai écrit vraiment en Cypher, c'est pas bien compliqué, et je vais l'exécuter sur mon graphe. Mon graphe, il me sort des triplets en réponse, ou uniquement des entités, ou uniquement des relations, mais il me sort des objets directement du graphe. Donc, on les modifie pas, c'est exactement ce qui ressemble à un peu du JSON quand je vous l'ai montré tout à l'heure. Je mets ce contenu dans mon prompt, avec ma consigne, et avec ma question utilisateur. Et là, mon modèle, mon LLM, il va me générer ma réponse. Donc, nous, on a proposé cette architecture dans l'idée d'utiliser le moins de LLM possible et les plus petits LLM possibles. On s'est dit, on va faire l'inverse de la mode, c'est plus sympa. Et du coup, on est passé donc de GPT 3.5 Instruct à un Mistral Tiny, 7B, je crois que c'est le Tiny, pour faire nos expérimentations. Alors ça, c'est la slide de l'enfer, donc je fais petit à petit, mais ça va aller. Donc il y a l'étape de récupération d'informations, c'est là où on peut faire de la recherche textuelle, de la recherche sur le graphe avec la génération, ou la recherche avec la liaison d'entités et les patterns. La génération de réponses, c'est quel LM j'utilise à la fin pour répondre à mon prompt. Et du coup, je me suis fait une petite base de données d'une centaine de questions. Elle est disponible avec l'article si ça vous intéresse. Et je suis allée annoter à chaque fois les résultats que j'avais. Donc le contexte, c'est les informations qu'on a réussi à extraire. Donc soit du graphe, soit de ma base de données documentaire. Donc j'ai pas précisé, mais la base documentaire, du coup, c'est exactement le même contenu que le graphe. Évidemment, on n'a pas triché. Pas structuré. C'est directement les informations au format texte qui ont permis de construire le graphe. Donc le contexte, il est utile quand il contient des éléments qui permettent de répondre à la question. Le contexte, il est exact quand il contient uniquement les informations, toutes les informations et uniquement les informations qui permettent de répondre à la question. Donc, quand un contexte est exact, il est aussi utile. L'inverse est faux. C'est pareil pour la réponse. Une réponse, elle est utile quand elle contient des éléments de réponse et elle est exacte quand il n'y a que ce qu'il faut et qu'il ne manque pas d'informations. Et du coup, on allait annoter tout ça. Donc, la première chose qu'on a regardé, c'est j'ai tous mes documents sur les objectifs du développement durable, je les indexe en utilisant une technique vectorielle et je vais interroger mon modèle. Donc là, on a utilisé GPT 3.5 Instruct. J'ai pas écrit Instruct parce que ça faisait trop gros dans les cases, mais c'est GPT 3 Turbo même, pardon, pas Instruct, Turbo. Donc on voit que le contexte utile, ça marche super bien. C'est de la vectorisation, donc il n'y a pas de souci, 78%. C'est quand même pas un score hyper élevé. Enfin, nous, en production, sur des chatbots, on atteint des scores beaucoup plus élevés que ça. Donc mes requêtes étaient un peu compliquées. Et il y en avait exprès aussi qui n'étaient pas answerable. On ne pouvait pas répondre. Donc voilà, ça biaise un petit peu les résultats. J'atteins aucun contexte exact. Alors tout simplement parce que il n'y a pas de technique pour reclasser mes documents, pour les retrier. Donc j'ai essayé différentes choses. J'ai essayé de mettre un seuil, j'ai essayé de mettre un nombre de documents. Mais en fait, c'est toujours quelque chose qui est assez fixe finalement. Donc on n'atteint pas de contexte exact. Beaucoup de réponses utiles. 85%, c'est un bon score. Enfin, globalement, on répond bien. Par contre, 40% de réponses exactes, c'est un peu la douche froide. Il n'y a même pas une question sur deux où on répond correctement. Là, on n'est pas sûr de la prod. On n'est même pas sûr de la pré-prod. Donc, c'est compliqué. On challenge ça, du coup, maintenant, avec l'utilisation du graphe. Donc, cette fois, adieu les documents. J'utilise mon graphe. Quand j'ai une requête qui arrive, j'utilise un LLM pour la transformer, du coup, du langage naturel au Cypher, en l'occurrence, mais qui pourrait être n'importe quoi d'autre. J'exécute la requête sur mon graphe et ensuite, j'interroge mon LLM.
Donc là, il y a deux petites variantes. Cette variante-là, c'est un composant LangChain qui existe nativement, qui s'appelle Neo4j-QA, CypherQA, enfin un truc comme ça, et qui lui s'occupe directement de faire l'interrogation même. Je crois que vous mettez les identifiants de votre graphe et c'est lui qui requête. Ici, du coup, j'ai un peu custom le composant parce qu'il me plaisait pas trop. Et on voit que ça améliore significativement de customiser la façon dont on utilise le graphe. Donc ici, c'est un peu sans appel. Le contexte, on chute drastiquement sur son utilité, donc surtout avec ce composant. Ici, on se rattrape un petit peu, c'est quand même intéressant. Par contre, la ligne qui est cool, c'est celle-ci. Là, j'arrive à avoir la moitié de mes contextes qui sont exacts. Ce qui est assez logique, parce que là, j'ai une requête qui va directement chercher les informations spécifiques, plutôt que chercher des documents avec une similarité qui est un peu moins précise. Donc mes réponses, l'utilité, globalement, ça suit un petit peu les proportions. Donc j'ai moins de réponses utiles, mais le score est quand même, j'arrive presque à 70%. Par contre, j'ai plus de réponses exactes. Donc lui, j'ai oublié un peu cette colonne parce que elle fonctionne pas bien. Donc je regarde celle-là. J'ai plus de réponses exactes, 1 sur 2. Ça va toujours pas en prod, mais ça s'améliore, donc c'est cool, on est dans la bonne direction. Donc là, nous, quand on voit ça, on se dit, il y a vraiment un intérêt à utiliser le graphe pour cette application. C'est super cool. Maintenant, on se challenge un peu. J'enlève les LLM. Partout où je peux, j'enlève du LLM. Donc, je l'enlève là. Donc, si je l'enlève là, je regarde cette colonne-là. Donc, j'ai ma requête qui rentre, je cherche mes entités, je remplis mon patron de requête, j'interroge mon graphe. Donc là, on voit que mon contexte, il est plutôt utile. Il est même plus utile que quand j'utilise une requête qui a été générée avec un grand modèle de langage. Donc ça, on est super content. Par contre, il est moins exact. Il est moins exact parce que quand j'utilise des patrons de requêtes, mes requêtes, elles sont moins exactes que quand c'est le LLM qui m'a généré ma requête. C'est assez logique. Ce qu'il faut voir, c'est que il y a des cas ici, en fait, quand on le génère, c'est un peu qui tout double. Il y a des cas où ça marche pas du tout et il y a des cas où ça marche très bien, notamment des cas un peu complexes qui fonctionnent bien. Là où c'est un peu l'inverse avec les patrons, on va gérer les cas assez simples et assez courants et les cas plus complexes, ça va être un peu compliqué. On a beaucoup de réponses utiles, en tout cas on en a plus que là, donc ça c'est cool. Ça, on maintient la corrélation entre contexte utile et réponse utile, donc on est content. Et les réponses exactes, alors là, la grosse surprise, on atteint notre meilleur score en utilisant GPT 3.5. Alors, on voit que là, je suis trop contente, je vois ça, c'est cool. Et je m'emballe un peu, je me dis, je passe à Mistral 7B, on va réduire le nombre de paramètres, ça va être super. Bon là, on prend un petit coup quand même. Donc là, il faut se dire qu'on a tout pareil, et c'est juste à la génération, et du coup, on voit l'effet d'un modèle plus petit. Alors, le point un peu négatif, c'est qu'en fait, les connaissances sur les objectifs du développement durable, le modèle, il les a. GPT 3.5 Turbo, il y a certaines des connaissances qu'il a. Donc, il n'y a pas toutes mes réponses qui sont bonnes, parce que quand j'ai des contextes vides ou des choses comme ça, il arrive à ne pas répondre. Mais il y a quand même des cas où, en fait, il donne la réponse, alors qu'il ne devrait pas. Là où Mistral, lui, n'était pas capable de le faire. Donc, il y a une différence de performance à la fin. Ouais. Vous avez essayé de mixer les deux techniques pour la récupération d'informations, en prendre en partie via un LLM et l'autre à travers le TT-Link et les patterns? Du coup, c'est ce que je fais maintenant. Enfin, c'est l'étape d'après, t'as un peu spoilé les perspectives, c'est pas grave. Non, pas de souci. Du coup, c'est exactement l'étape d'après. Donc, dans la littérature, ils font beaucoup les deux approches en même temps, en se disant, on combine et ce qui est superposé, on le prend et on voit ce qu'on fait avec ce qui se chevauche pas. Moi, du coup, mon objectif, c'est toujours utiliser le moins de ressources possible. Donc, l'idée, c'est d'abord faire ça. Et si j'obtiens un contexte qui est vide, je fais ça, je tente ça. Se dire que c'est un peu la route qui court et de voir si là, j'arrive à combiner un petit peu. Surtout que vraiment, dans les faits, quand on regarde les données, ils sont vraiment complémentaires parce que là, je gère les cas classiques, les cas simples. Là, des fois, on comprend pas, on demande pas grand-chose et ça marche pas. Alors que les cas complexes, lui, il fait des requêtes vraiment qui marchent super bien. Là, au moins, mon patron, il est à l'ouest complet. Donc, c'est évidemment la perspective
la perspective suivante la plus pertinente. Je voulais juste vous montrer, alors c'est pour être honnête et montrer que ça marche bien, mais qu'il y a de l'amélioration. Hop, on avait fait une petite démo. Donc ça, c'est une requête facile. Je lui demande quel est le goal numéro 1. Il n'y a pas de problème. Je vais changer, je ne vais pas écrire toujours la même chose, sinon ça va faire genre... Il arrive à savoir combien il y a d'éléments. Donc là, tout simplement, ce qui se passe, c'est que mon graphe, lui, il fait la requête sur le compte. Il n'y a pas de problème. Donc je vais montrer un cas qui ne marche pas. Donc d'abord le cas qui marche, pour voir la différence. Donc dans le graphe, on liste les ministères qui sont responsables de gérer un petit peu à l'ONU la suite des objectifs du développement durable. Donc là, les ministères, ils sont là. Hein. Ceux-là, c'est les vrais. La réponse, elle est bonne. Et là, il ne sait pas répondre. Là, il ne sait pas répondre parce que dans mon graphe de connaissances, je n'ai pas de lien explicite entre les ministères et entre les objectifs du développement durable. Je suis allée loin dans mes patrons. Je lui ai laissé faire des liens jusqu'à 3, je crois jusqu'à une distance de 3. Mais du coup, là, ça ne va pas encore assez loin pour qu'ils soient reliés. Ils n'ont pas de lien direct. Et du coup, ma requête, comme je n'ai pas fait une itération pour qu'il relâche les contraintes, eh ben, il ne trouve rien. Et du coup, bon, là, il m'a obéi. Il a dit qu'il ne savait pas. Parce que le contexte est vide. Donc ça, c'est limite évidente. Il y en a plein, on peut jouer un peu après si vous voulez. Hein. Mais ça, c'est un truc assez simple à montrer. C'est que quand j'ai pas de lien direct ou quand le lien n'est pas assez proche, finalement, j'ai un contexte vide et j'ai pas l'information. Alors que là, j'ai demandé absolument la même chose. Le pré-prompt, c'est si pas de sortie, alors tu me dis... Ouais, si ton contexte est vide, dis-moi je sais pas. Et sinon, c'est utilise les informations de ton contexte pour répondre à ma question. Le je sais pas, on a un peu de chance, hein, parce que... Enfin, celle-là, je sais qu'elle marche bien, mais... Si c'est vide et il arrive à comprendre que c'est vide. Par contre, s'il y avait eu quelque chose, il aurait pu... il peut faire une hallucination. Ouais, complètement. Donc, les perspectives. Donc, l'hybridation, comme c'est ce que je suis en train de faire, je ne l'ai pas écrit, mais évidemment, c'est le truc évident. Et ben du coup, ça, c'est les petites étoiles que j'avais mis tout à l'heure sur la slide. Ben, c'est aussi amener des LLM dans l'utilisation du graphe un peu partout. Donc d'abord, il y a tout ce qui est utilisation des embeddings. Donc pour l'instant, quand j'ai ma requête et que je cherche les entités du graphe, j'utilise uniquement le label textuel des entités pour aller les récupérer dans le graphe. Parce que moi, j'ai un graphe qui est bien fourni, les synonymes sont présents, je suis sur un domaine où il n'y a pas non plus beaucoup de façons de dire les choses, donc ça fonctionne bien. Par contre, on pourrait aller beaucoup plus loin dans des cas plus compliqués sur des plus petits graphes moins bien détaillés en utilisant les embeddings, donc pour trouver des entités ou des relations. Il y a des techniques maintenant qui utilisent les embeddings en fait pour représenter le graphe. Donc au lieu d'utiliser le graphe dans sa structure actuelle, je l'embed et mon graphe maintenant c'est une suite de triplets dans un espace latent. Et quand je vais avoir une requête qui va arriver, je vais positionner ma requête du coup dans l'espace, dans le même espace que mes triplets, et je vais aller faire ma recherche, un peu comme je fais habituellement sur mes documents. L'intérêt de ça, c'est quand même que l'information, elle est beaucoup plus condensée sous forme de triplets que sous forme de documents, pardon. Et j'avais assisté à un meet-up à Paris de Ontotext. Oui, c'est ça, leur produit c'est GraphDB, mais je crois que l'entreprise c'est Ontotext. Et eux utilisaient cet espace latent et utilisaient les historiques des conversations aussi dans cet espace. Donc ils embeddaient les conversations qui avaient déjà eu lieu, ils les mettaient aussi dans leur espace pour pouvoir réutiliser les informations des conversations passées directement dans leur recherche. Donc, à tester, c'est une piste qui va être adressée dans les prochains mois. Et évidemment, le but, c'est aussi de gérer les cas plus complexes, dont le multi-hop question answering et le conversationnel multitour. Alors, le multi-hop question answering, ça reviendra à dire que j'ai besoin d'exécuter une première requête et d'utiliser le résultat de cette requête dans une requête suivante avant d'arriver à mon résultat. Et ça peut être une infinité de fois.
Donc là, on voit tout de suite que moi, je suis dépassée avec mes patrons de requêtes, hein, c'est compliqué. Donc là, par contre, on peut peut-être essayer de faire avec les chaînes de pensée sur un LLM. C'est quelque chose qu'on peut tester et voir comment il réagit. Et à ce moment-là, on pourrait utiliser ça uniquement pour les requêtes un peu plus complexes. Et le conversationnel multitour, donc c'est hyper bien géré à l'étape de génération par les grands modèles de langage. Par contre, à l'étape de recherche sur le graphe, c'est un peu plus délicat. Donc quand on embed, si on utilise des embeddings, concaténer des choses pour les transformer en vecteurs, ça se fait déjà très bien actuellement dans de la recherche plutôt basée sur des documents et avec des questions standards. Donc on peut faire ça. Par contre, si on garde notre graphe sans embedding, là, ça suggère de traiter les cas où on doit ajouter des éléments dans la requête, où on doit les enlever, où on doit combiner. Donc, il commence à y avoir beaucoup de cas particuliers qui sont potentiellement beaucoup plus durs à définir comme pattern. Donc, on perd en généricité. Donc, c'est un cas intéressant à traiter. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, ce serait avec plaisir. Et on n'est pas une grosse communauté en France à travailler beaucoup sur les graphes de connaissances. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, avec plaisir pour échanger, pour travailler ensemble maintenant ou plus tard. Merci. Merci pour la présentation. Au niveau de l'évaluation, du coup, la réponse générée est générée automatiquement. Comment vous avez fait pour les transformer en métrique? Ça a été fait automatiquement ou c'est une personne qui repasse T'as devant toi la personne qui repasse. Voilà, là, il y avait 100 questions, donc le dataset n'est pas très grand. Donc, je pouvais me permettre de le faire manuellement. Et surtout, vu que dans mon papier, je lui disais que je ne voulais pas utiliser beaucoup de LLM, ça me paraissait un peu culotté de ma part d'utiliser un LLM pour aller vérifier que la réponse était bonne. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le faire. Mais évidemment, il faut réfléchir à autre chose si on prend des datasets plus grands ou des choses comme ça. J'ai pris quelques notes, mais ça va revenir un peu sur la question de monsieur tout à l'heure. Pourquoi pas faire des graphes avec des données complètement inventées pour pouvoir les bencher? Parce que si c'est le LLM à la fin qui retourne une réponse, il peut apporter de l'information qui est liée à sa propre connaissance. Ouais. Et deuxième truc, est-ce que l'impact du retour des graphes qui sont retournés, je pense à la taille des sous-graphes, prendre les éléments qui sont en lien, peut apporter des améliorations dans ton travail? Alors, je commence par la deuxième, parce que je pense que je te demanderai de préciser la première. Alors, les sous-graphes, on a regardé ça, et pas vraiment. En fait, le postulat de base, je suis allée vraiment très vite, mais de base, je travaillais avec le texte, et vraiment, tu améliores significativement ta performance quand ton contexte, il est exact. Quand tu fais de la RAG, vraiment, la bataille, c'est le contexte. Il y a peut-être des gens que ça amuse de tuner leur prompt pour la réponse, mais vraiment, la bataille pour avoir une bonne réponse, c'est le contexte. Et du coup, quand tu as du texte, tu as beaucoup de choses, c'est compliqué. Quand tu passes au graphe, c'est pareil. Si tu mets trop d'informations, de nouveau, ça part un peu dans tous les sens, surtout que dans des graphes, alors moi, mon graphe, il est petit, mais tu prends Wikidata, si tu commences à avoir une personne, elle est reliée à beaucoup d'autres personnes. Donc, tu as vite fait de plus considérer la bonne personne et d'introduire des ambiguïtés. Donc, le sous-graphe, c'est une bonne idée, surtout pour affiner ma recherche. Tu passes sur Wikidata, tu peux pas chercher dans tout Wikidata. Une requête, ça prend du temps. Si tu fais plusieurs requêtes en plus parce que tu as des tours, c'est long. Donc, identifier une sous-partie du graphe dans laquelle faire ta recherche, ça aide vachement. Mais donner toute une sous-partie du graphe au LLM, on perd un peu de l'intérêt de réduire l'information finalement au triplet pertinent. Significativement, ça n'améliore pas. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ça aurait même tendance à dégrader les performances. Et la première question, c'était, faut que tu me rappelles. Tu veux revenir slide. Tu disais que s'il n'y avait pas de retour, ça marchait bien parce que tu lui donnes une règle précise de retour. Ouais. Mais il n'y a pas moyen de bencher ça parce que le modèle, finalement, on ne sait pas à quel niveau il hallucine ou il est capable d'aller chercher dans ses propres informations. Et donc, tes scores-là, ça peut dépendre complètement du modèle et de la question. Ouais, tout à fait. Du coup, effectivement, faire le même travail sur des données complètement fausses,
c'est un bon moyen de savoir s'il hallucine ou pas. Et faudrait aller chercher dans les actes de la conférence EGC, mais il y avait une chercheuse, c'était super intéressant son travail. Donc globalement, elle fait la même chose que moi. Au lieu de demander la réponse, elle demandait directement l'identifiant des entités, du coup, dans Wikidata. Donc c'est le petit bout que je vous avais montré tout à l'heure à côté de Tour Eiffel, là. Et en fait, bah non, ça marchait super bien. Il y a des identifiants que le modèle savait ressortir. Lors du graphe, l'identifiant a été noté. Non. Du coup, elle utilisait, avant de faire ce que je fais moi, elle allait vérifier que le modèle connaissait ou pas les entités sur lesquelles elle allait travailler. Donc, elle demandait explicitement, donne-moi l'identifiant dans Wikidata de tel objet, etc. Et elle vérifiait en fait s'il connaissait ou pas le schéma. Et du coup, elle basait vraiment son travail sur, je vais considérer que ce qu'il connaît pas. Donc, du coup, tu restreins beaucoup parce qu'il connaît beaucoup de choses. Et en plus, avec les hallucinations, tu sais jamais. Donc, tout inventer, ça peut être une solution. Moi, j'avoue que là, je finis bientôt, donc je vais pas le faire. Mais, j'espère finir bientôt ma thèse, hein, pas mon travail. Mais ça pourrait. Après, est-ce qu'on a intérêt à faire ça? Alors, il y a des gens, moi, j'aime pas laisser le modèle générer. Il y a des gens pour qui c'est une bonne chose. En conférence, typiquement, quand j'ai présenté ça, il y a un chercheur qui me dit, mais arrête de lui laisser, le laisse pas dire je sais pas, laisse-le. Là, tu es en train de perdre, en fait, finalement, de la puissance de ton modèle. Ce qui est vrai. Donc, ça dépend un peu de l'application qu'on veut faire à la fin. Si on veut tout maîtriser, bon, déjà, est-ce qu'on utilise un LLM si on veut tout maîtriser? Question. Et si on veut avoir plus de performance, là, si je veux augmenter mes scores, je lui dis pas de dire je sais pas. À mon avis, le pourcentage, il monte pas mal parce que c'est un truc connu, les objectifs du développement durable. Et surtout que ça pour une utilisation entreprise ou chercher des données que les modèles n'ont jamais vues. Tout à fait. Là, c'est plus compliqué. Mais là, il faut arriver à lui faire dire je sais pas, parce que sinon il invente et c'est pas ouf. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question par rapport aux 100 questions qu'on pourrait poser Ouais. à votre LLM. Est-ce qu'il y avait des questions où ça demandait à parcourir tout le graphe? Par exemple, est-ce que l'objectif 17 impacte quel ministère sur quelle entité? Ouais. Alors, tout le graphe, non. Mais où il y a besoin de raisonnement, oui. Par exemple, on peut demander pas ministère, quelle transformation implique des trucs intermédiaires sur l'eau. Enfin, ça, c'est des choses qu'il y a. Il y a aussi des questions où on peut pas répondre. Et le but, c'était pas du tout d'aider le graphe. Donc, les questions ont été faites avant de regarder la structure du graphe, si tu veux. Enfin, de vraiment construire les patrons. Pour justement ne pas influencer les questions qu'on pose. Après, ça reste des questions qui doivent pouvoir être répondues en une requête. J'ai pas mis de questions où il y a besoin du résultat d'une requête pour ce que je disais, le multi-hop, là, ça, il n'y a pas. Donc, ta requête, elle peut être très compliquée, mais elle doit être faite en une fois. C'est possible de la faire en une fois. Et est-ce qu'il y a des LLM qui ont été entraînés sur le web sémantique? Ouais, ça, là, du coup, la collègue qui a regardé ça, le LLM, il était capable de donner des triplets je pense même pas que c'était Wikidata, c'était peut-être DBpedia, enfin bon, voilà, hyper connue. Il donnait le bon identifiant des objets. Donc, ça suggère qu'il les a vus. Dans les proportions qu'elle présentait, en tout cas, ça pouvait pas être du hasard du tout. Donc, oui, maintenant, les LLM sont en partie entraînés sur des données structurées. Donc, peut-être avec l'essor de l'IA des LLM, peut-être on va avoir à nouveau un gain sur le web sémantique parce que ça fait longtemps que la W3C travaille dessus et tout à fait. Ça n'a pas du tout eu de succès. Tout à fait. Escompté. Tout à fait. Il y a déjà un truc qu'on peut noter, c'est que au tout début où il a commencé à avoir les modèles, etc., un triplet écrit tel quel, ou même, tu vois, du Sparkle ou des choses comme ça, le LLM, il savait pas gérer. Alors que maintenant, tu mets vraiment un extrait, un export de Cypher, de protégé, de Sparkle, de ce que tu veux, le LLM, il le comprend très bien. Donc déjà, l'intégration avec les outils du web sémantique, elle est plus simple, même s'il n'y a pas encore toutes les connaissances derrière. Merci. J'avais vu le web sémantique, je pense, en 2012 à la conférence du web à l'Institut international. Les sujets étaient vraiment très intéressants, mais c'est vrai qu'on avait peu d'applications Ouais. concrètes. Merci.
passage, mais est-ce que vous avez tenté de transformer tout le graphe de connaissances en texte, le découper et faire du RAG classique? Ouais. En fait, les documents sur lesquels les auteurs du graphe l'ont construit sont disponibles. Donc, on a utilisé ces documents-là. Et du coup, c'est cette colonne-là. Ok. C'est la RAG classique. Donc, très bon résultat du retriever. Enfin, tu as beaucoup de choses pertinentes, mais tu arrives très peu à viser les choses exactes. Et du coup, par contre, moi, là, j'y suis allée franco sur la pénalisation. Donc, dès qu'il me met des infos que je veux pas, ce qu'il fait souvent, je pénalise. C'est pour ça que j'ai un score un peu pas très bon aussi. C'est que, bah là, utile, donc il m'a souvent dit des choses utiles, mais il m'a souvent rajouté des informations que je voulais pas. Donc, c'est pas exact. Donc, voilà. C'est... Bon, bah, merci encore du coup pour cette présentation et puis je vous invite tous à passer juste à côté pour... Alors, nous avons un petit souci de pizza. Ah, ok. Vous pouvez poser des questions, c'est ça? Non, ça, c'est pas sympa, ça. Mais en attendant, du coup, j'en profite quelques minutes pour remercier Marion pour son super